Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. Solène, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview. Donc avant de commencer dans le vif des questions, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Thibaut, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis Solène Vérac, je suis consultante en organisation et je me suis spécialisée dans les outils collaboratifs. Donc j'ai 4 outils principaux sur lesquels j'interviens: Monday, monday.com, Notion, Asana et Airsas. Donc j'ai lancé mon activité il y a 5 ans et aujourd'hui j'accompagne des entreprises soit à déployer les outils, soit à les optimiser s'ils les ont déjà en interne. Ok. Au niveau de ces outils, tu pourrais expliquer rapidement la différence parce que Monday, Asana, Notion, je pense que tout le monde connaît, mais pour ça, je suis moins sûr. Ouais. Donc, par rapport à Airsoft particulièrement Bon, ou le glo on fait un global, on fait un petit tour rapide des outils. ouais. Donc en effet, un Monday et un Asana vont être, privilégiés pour, plutôt du task management en première prio, et après on peut les utiliser pour aller un petit peu plus loin, piloter des portefeuilles projets, suivre aussi des choses qui sont pas forcément liées à des projets, parce que dans Monday, on peut, utiliser, les tableaux pour des bases de données et suivre, j'allais dire un recrutement, mais un recrutement, ça peut être un projet, mais potentiellement des choses qui n'ont pas non plus une date de début, une date de fin, un livrable final. Enfin, ça peut être un petit peu plus flexible. Donc, Asana et Monday vont être utilisés, voilà, globalement par beaucoup de personnes pour suivre les activités du quotidien. Le Notion se veut être un outil un peu tout en un, où on va aussi suivre plutôt la documentation, les process d'équipe, plus les projets avec les bases de données, et aussi tout plein d'autres choses. C'est vraiment l'idée de l'outil, c'est d'être un peu tout en un. Et Airsas, c'est un outil qui s'adresse plutôt à des dirigeants, un COMEX. Donc ça va être un outil qui va aider au pilotage de projet. Donc là, on n'est pas dans le task management, on est plutôt sur les prises de décision, sur le pilotage de portefeuille, et comment est-ce qu'on fait pour faire avancer globalement la stratégie de l'entreprise grâce au projet, avec la meilleure visibilité possible de ce qui se passe et de ce qui est à faire dans le futur. Donc on a Airsas qui pourrait se mettre en fait en vision haute par rapport aux autres outils, qui eux seraient plus sur Complètement, d'ailleurs, il y l'opérationnel. a des intégrations, ouais. Il y a des intégrations notamment avec Asana et Monday. Donc oui, on pourrait d'ailleurs utiliser un Asana et un Airsas dans une entreprise. Et d'ailleurs, on pourrait utiliser aussi un Monday et un Notion dans une entreprise. Ça va toujours dépendre du cas d'usage. Il n'y a pas de règle stricte de quel outil utiliser. Ça va vraiment être en fonction des cas d'usage des entreprises, des appétences aussi des clients, enfin des entreprises sur les outils. Et puis quelque chose qui est complètement indépendant de ma volonté, de moi en tant que consultante, c'est l'aisance du client sur l'outil. C'est-à-dire que si le client n'est pas à l'aise pour tout faire sur Notion, je vais lui proposer de faire plutôt le suivi de projet à un endroit et Notion pour la documentation. Si ça arrive souvent que des clients trouvent qu'un outil est moche, et donc je le propose pas alors que ça répondrait à son cas d'usage, mais parce que c'est super important qu'il soit à l'aise avec l'outil qu'il va utiliser au quotidien. Donc pour le coup, il n'y a pas de règle stricte de comment utiliser l'outil, à quel moment, etc. Ça va dépendre du client. Ça marche. Et donc globalement, j'ai un besoin, je suis client. Si je viens de voir, en fait, généralement ça se passe comment? J'ai déjà mon outil et j'arrive pour je viens de voir pour que tu m'aides à le configurer ou en fait j'arrive avec une page blanche, un besoin et tu choisis vraiment l'outil en fonction. T'as les deux cas de figure? Ouais, j'ai les deux. Souvent, ça va être par rapport à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une TPE, PME va me contacter parce qu'elle n'a rien.
Et donc elle a besoin de tout structurer, donc ils me partagent tout ce qui compose leur activité. On voit ensemble ce qu'ils veulent mettre dans un outil. Après, ce que je propose, c'est des démos sur différents outils pour qu'ils puissent se projeter et choisir le bon outil. Donc, c'est la première phase. Et ensuite, on le configure. Évidemment, on implique les équipes pour une meilleure gestion du changement, on forme tout le monde, etc. Donc ça va plutôt être sur les TPE, PME. Et les grands groupes, eux, me contactent souvent après avoir déployé l'outil, souvent 1 an après l'avoir déployé, où ils se rendent compte que c'est finalement beaucoup d'efforts et qu'il faut bien réfléchir à comment le déployer. Ils l'ont pas forcément fait, ils sont allés un petit peu vite. Parce que c'est un budget aussi, ces licences, c'est un Oui, vrai budget. clairement. Donc, au bout d'1 an, souvent, ils se disent, bon, on paye beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a vraiment le retour sur investissement qu'on voulait? Pas forcément. Et donc là, j'interviens pour définir avec eux leurs objectifs, ce qu'ils ont envie de mettre dans l'outil. On retravaille la configuration, on accompagne les équipes, etc. Enfin, voilà. Donc ça va dépendre essentiellement de la taille de l'entreprise. Ok. Et oui, voilà. Et donc, ça se déploie aussi bien au niveau d'une équipe qu'au niveau de l'entreprise au global. Oui, alors, j'ai jamais rencontré un grand groupe qui a déployé un outil chez les milliers de personnes. Souvent, je m'arrête plutôt à des centaines de personnes, donc plutôt, je sais pas, 3 équipes de 200 personnes, ça c'est Ouais. possible. C'est déjà bien. Euh, ouais, 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 bah, c'est dans les grands groupes, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une équipe qui va se lancer. Ils vont voir que ça marche plutôt bien, donc une autre équipe va se lancer, puis après ils se disent: «Ah, ça peut être intéressant parce qu'on peut mutualiser les efforts» et puis après on peut avoir une visibilité plus globale de l'activité de plusieurs équipes. Donc la direction de ces 2 équipes commence à se dire: «Ah, bah, si on le déployait aussi sur d'autres équipes», enfin voilà, il y a un peu un effet, petit à petit, on le déploie, la vague, de déploiement, se fait au fur et à mesure. Alors que comme ce que je disais tout à l'heure sur les TPE-PME, souvent c'est directement au niveau de toute l'entreprise. Parce que la demande des dirigeants est souvent d'avoir une bonne visibilité de tout ce qui se passe Ok. dans leur entreprise sur tous les services. Voilà. Ok, super clair. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de justement de créer Cotidup? Comment tu t'es lancé? Tu l'as fait juste après tes études? Je veux bien en savoir un petit peu plus à ce niveau. Ouais. Ouais, alors initialement, la démarche, c'était, pour améliorer d'où le nom de Cotidup, pour améliorer le quotidien des collaborateurs. Ok. Parce que, donc pendant mes études, j'avais fait une année de césure, donc 2 stages qui, sur le fond, étaient, tous les 2 super. Sur la forme, le premier était incroyable, bien structuré, tout comme j'aime. Le deuxième, c'était beaucoup plus, l'anarchie organisationnelle et même si, du coup, les missions étaient intéressantes, moi, enfin, niveau motivation, j'étais à 0. Vraiment, ça m'épuisait de devoir, enfin, ça m'épuisait, hein, tout évidemment, j'étais stagiaire, donc j'étais pas épuisée comme aujourd'hui, je pourrais être épuisée avec des décisions un peu plus complexes, mais j'ai trouvé que c'était très fatigant et que ça avait un vrai impact sur la motivation, l'organisation au quotidien dans une entreprise. Globalement, en fait, c'était difficile de savoir qui fait quoi, quand, qui me paraît être la base. Donc c'était ça la motivation initiale. Ok. C'était que je me suis dit, il y a plein d'employés qui doivent être dans un énorme brouillard organisationnel et je pense que ça leur pèse au quotidien sur leur activité. Et donc j'ai envie de les aider, ces personnes-là. Donc c'était la motivation initiale de cibler plutôt les collaborateurs. Et j'avais commencé d'ailleurs à travailler avec, j'ai commencé avec pas mal d'agences parce que le format s'y prêtait bien. Je travaillais sur Asana et Monday essentiellement à l'époque. Et les agences ont beaucoup de projets clients Hmm. qui sont bien cadrés et ils ont des délais, ils ont quand même un peu de pression de la part du client. Et donc euh, ma cible, c'était ces personnes qui travaillent pour les projets clients, qui soient un peu plus sereins et apaisés par rapport aux deadlines, et que ce soit un peu plus fluide et simple de suivre leur projet. Donc c'était le positionnement initial. Et puis au fur et à mesure du temps, les clients étaient de plus en plus gros, les entreprises étaient de plus en plus gros, et les enjeux. Alors j'ai toujours ça évidemment, en mettant de la clarté et de l'organisation dans tout ce qui se fait dans un service ou dans une entreprise. Forcément, ça va aider tout le monde à être plus serein, à y voir plus clair et à avancer plus vite aussi. Mais maintenant, j'ai aussi une autre cible et c'est ma cible principale, c'est les dirigeants, parce que au-delà de mettre
la clarté dans les tâches et les projets. Maintenant, j'apporte aussi de la lisibilité sur toute l'activité de l'entreprise pour prendre les bonnes décisions au niveau de la direction. Donc, la motivation initiale, c'était améliorer le quotidien des collaborateurs. Là, aujourd'hui, ce que je fais, mon positionnement, c'est plus aider les dirigeants, les managers à prendre les bonnes décisions avec les données. En fait, il y a des données sur ce qui se passe dans leur entreprise. Au final, ça va être toujours améliorer le quotidien. C'est toujours améliorer le quotidien, c'est toujours avancer. En fait, ne plus avancer dans le brouillard, Ouais. globalement. Bon, c'est une belle mission et c'est vrai que je te rejoins. Moi, je l'ai connu sur une de mes anciennes expériences avec un rachat. Avec un rachat, 3 changements, 4 changements de direction, je crois, en un an. Des personnes qui sont parties dans tous les sens, je crois qu'il y a eu 80%, voire un peu plus de turnover. C'était un brouillard total qui régnait à tous les niveaux de l'entreprise et bah, l'entreprise s'est un peu délitée, quoi. Et c'est anxiogène en plus, pour tout Mais le monde. c'est anxiogène. Ça m'a fini, en fait. J'ai fait un burn-out Mm. derrière. Ouais. J'avais d'autres choses qui étaient là, hein, qui étaient latentes, qui l'ont déclenché aussi, mais c'est hyper anxiogène. En fait, tu sais plus qui fait quoi, parce que tu ne sais même plus qui est dans l'entreprise. Ouais. Tu as toutes les connaissances qui partent. Tu n'as aucune visibilité sur les recrutements. Tu n'as plus de visibilité sur la force commerciale parce qu'en fait, bah, comme tout le monde part, plus personne ne vend. Et tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et le peu que Mm. tu as, en fait, ça part en vrille parce que de toute façon, t'as personne à positionner sur les projets, etc. Donc ouais, c'est particulier à vivre. Ouais, et puis on pense beaucoup au fait que ce soit anxiogène pour la direction, parce que forcément, ils savent pas forcément où ils vont. Ça fait 2 fois forcément cette phrase. Mais, toutes les, entre guillemets, les petites mains derrière, en fait, c'est eux qui produisent beaucoup et eux, ils sont aussi hyper angoissés et ça a forcément un impact, à nouveau forcément, ça a forcément un impact sur la production, sur la productivité, sur globalement l'ambiance générale. Moi, quand je travaillais dans des petites structures, donc c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, je me suis un peu détachée de ces petites structures parce que je me retrouvais beaucoup à faire la psy des équipes. Mm. Mais parce qu'ils étaient, ouais, le brouillard, c'est anxiogène et donc à ça s'ajoutent ensuite tous les problèmes perso et les équipes ont du mal après à avancer. C'était un peu lourd. Donc maintenant, je vais sur des équipes un petit peu plus grandes où j'ai un peu moins ce rôle de psy. Quand tu dis un petit peu plus grande, ce serait quoi à peu près la taille de l'équipe? Euh, une, une grosse centaine de personnes? Oui, ok, donc c'est déjà une bonne équipe, quoi. Ouais, une grosse centaine. Entre 50 et 200, globalement. Ok. Bah, en fait, souvent, c'est des petites équipes dans un service. J'accompagne plutôt un service avec Ouais, des petites équipes dedans. Ouais. ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment se passent tes missions? Comment tu fais généralement? Tu fais un petit audit, donc tu parles forcément, je pense, au commanditaire, donc à la personne en charge de la BU, de la direction, etc. Mais est-ce que tu vas sonder ensuite les différents membres des équipes? Enfin, comment ça se passe au quotidien, tes missions? Ouais, 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 carrément. Bah, vu qu'on va retranscrire dans l'outil les activités gérées par tout le monde, je vais en effet faire des entretiens avec à minima, un représentant par équipe, par petite équipe à nouveau. Je dirais que j'ai un représentant par dizaine de personnes. Ok, Donc, pour que tous les besoins soient bien couverts. Oui, parce que donc un outil, c'est évidemment le reflet de l'organisation. On définit bien le scope, le périmètre de ce qu'on veut mettre dedans. On passe du temps après sur la configuration. Si on se rend compte qu'on a oublié un besoin fondamental qui change après toute la façon de structurer l'outil, c'est bien dommage. Donc dès le début, j'essaie d'avoir le maximum d'informations sur toutes les activités, tous les besoins de tout le monde. Après, des fois, on déploie pas tous les cas d'usage dans l'outil tout de suite parce qu'il faut du temps et qu'on veut vérifier que ça répond bien mhm, aux attentes. Mais j'essaie en effet d'interviewer le maximum de personnes dès le début. Donc sur le fonctionnement, ça va dépendre si on est sur un déploiement total. Donc vraiment de A à Z, on va définir le cahier des charges, ce qu'on a envie le pourquoi. Hein. Évidemment, c'est super important. Pourquoi déployer un outil? Parce qu'à nouveau, c'est un coût sur les licences. C'est un coût d'accompagnement quand on travaille avec moi. Et après, c'est aussi beaucoup d'efforts de la part des équipes. Donc dès le début, il faut être clair sur le pourquoi. C'est pas juste une envie
comme ça de déployer un outil parce qu'on a vu Monday dans le métro et donc on se dit que ça pourrait être pas mal pour l'entreprise. Il faut vraiment définir la motivation parce qu'ensuite, il va falloir la transmettre aux équipes, leur expliquer pourquoi on change leur façon de travailler. Donc, tout ça, ça va être la phase de cadrage, définir les objectifs, le pourquoi, les risques, le planning, voilà, tous les éléments vraiment de cadrage du projet. Ensuite, l'audit donc des besoins, où là, je vais interviewer plusieurs personnes. S'ils ne connaissent pas l'outil qu'ils veulent déployer, je leur fais donc des démos qui me semblent... je choisis 2 outils sur lesquels j'ai l'impression que leur cas d'usage pourrait être bien retranscrit dans les outils. Je leur présente du coup 2 démonstrations avec leur fonctionnement pour qu'ils puissent à nouveau se projeter et choisir. Et ensuite, il y a toute la partie configuration, définition de ce qu'on met dedans. J'essaie d'autonomiser au maximum les équipes. Donc, on fait des ateliers de travail pour que ça vienne d'eux aussi, ce qu'ils ont envie de mettre dans l'outil, qu'après, je les aide à le faire, à paramétrer. Évidemment, tout le risque, c'est que je m'occupe du paramétrage et de la configuration, je m'en vais et tout s'arrête. Ce serait bien dommage. Donc, j'essaie d'autonomiser les équipes au maximum. Et puis une fois qu'on a fini une V0, parce que ça évolue forcément, je forme les équipes, je documente le tout, et puis potentiellement après quelques semaines ou quelques mois plus tard, on refait une petite passe sur les évolutions des process à mettre dans les outils. Ça te Donc permet de ça, voir, j'imagine, ouais. comment l'équipe en fait s'en est sortie depuis. Bah oui, parce que c'est toujours pareil, il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, on se dit: «Ah mais ce serait trop bien d'avoir toutes ces informations sur les projets». C'est vrai qu'on n'est pas au courant de, toutes les je sais pas, toutes les dépendances, ce serait bien de savoir le temps exact qu'on passe sur les phases, des choses comme ça. Oui, ah oui, franchement, ce serait bien, mais après derrière, ça veut dire qu'il faut saisir toutes ces informations, elles tombent pas du ciel, donc il faut penser à les renseigner et donc souvent, on refait une passe pour, confronter, les ambitions et la théorie à la réalité et évidemment, il y a toujours cette crainte de faire une usine à gaz, le fameux mot, usine à gaz et puis il y a toujours aussi la crainte que les équipes passent plus de temps sur le nouvel outil que ce qu'ils faisaient avant. Donc on essaie de s'assurer que non, c'est vraiment pour gagner en efficacité, et que les informations qu'on a besoin de faire remonter sont bien renseignées et celles qui sont entre guillemets «du plus», bah, peut-être que ce sera pour une V1, une V2 ou une V3, mais on se concentre d'abord sur le nécessaire pour Ça adapter. marche. Du coup, ce que tu m'as décrit en fait avec la phase de cadrage, l'audit en amont, puis le déploiement alors en V0, V1, etc. Ça, c'est quelque chose que tu peux assez bien cadrer, je pense, dans une proposition. Est-ce que c'est ta façon principale de travailler en fait, cette manière assez séquentielle de déployer, de configurer les outils? Est-ce que tu peux travailler en mode agile avec des sprints? Est-ce que tu as déjà eu la demande ou pas encore? Non, je travaille pas en mode, agile avec des sprints. Pour le coup, j'ai jamais, structuré avec des sprints. Après, en effet, ça, c'était le cadrage, classique, d'accompagnement, mais parfois je peux accompagner sur un besoin très, très, précis et ponctuel et pointu et enfin là, je pense, à une mission que je viens de finaliser où c'était sur Monday et on avait besoin de cet outil pour, structurer tout le pilotage de projets stratégiques, donc du choix des projets, définir, faire une note de priorisation en fonction de plusieurs éléments, les coûts, les choses comme ça. Donc le choix des projets, ensuite donc la priorisation, valider dans les portefeuilles projets, créer les portefeuilles projets, suivre tous les projets. Donc il y a toute la partie vraiment globale de pilotage projet. Et là, j'ai travaillé uniquement avec le référent à la direction de l'organisation. J'ai pas impliqué les équipes parce que les équipes n'auraient pas eu d'idée en fait de comment structurer la chose. C'était c'était vraiment un besoin de la direction que eux seuls maîtrisaient dans la partie process. Donc, je peux complètement m'adapter évidemment aux besoins. Là, dans cette partie-là, on n'a pas fait enfin, si en soi on a fait l'audit, mais on a fait que des sessions de travail. On a fait une multitude de sessions de travail à 3 dans une pièce pour déployer le meilleur outil possible. Mais c'était pas sous forme de sprint. Ok, C'était juste on a fait 2 mois de travail un peu intensif pour livrer quelque chose qui semblait être beaucoup plus fonctionnel que quand je suis arrivée. ça marche.
Alors, est-ce que tu peux nous partager un cas client ou un cas concret sur la mise en place d'un outil ou la refonte d'un outil slash processus qui a vraiment changé la donne pour les équipes? Est-ce que tu as une mission comme ça qui te vient à l'esprit? Bah, en fait, j'ose espérer qu'elles ont toutes changé la donne, mais ça va être à des niveaux différents. Si on parle des équipes, là, j'ai en tête une mission de déploiement d'Asana où c'était, un suivi de campagne email en l'occurrence. Il me semble qu'il y avait 2 campagnes par jour, quelque chose comme ça, tous les jours. Donc ça fait Ok. un gros volume avec une petite équipe. C'était, 5-6 personnes, je crois. Donc c'était vraiment, c'était dur. C'était dur à suivre sur Excel parce qu'ils avaient vraiment pas de visibilité sur toutes ces campagnes. Donc on a mis en place Asana pour suivre de façon beaucoup plus aisée. Et là, leur retour, c'est que, enfin, il y a un monde entre ce qu'ils faisaient avant et là maintenant où juste ils se connectent sur Asana, ils vont dans mon travail et ils savent exactement tout ce qu'il y a à faire. Si jamais il y a un quoi, qu'il y a quelque chose qui change, il n'y a pas besoin d'appeler, de chercher dans les mails les problèmes, parce que c'est aussi le but de ces outils, c'est que tout soit centralisé, qu'il y ait une bien meilleure collaboration. Et donc, globalement, en termes de sérénité, là, vraiment, Coty Up, tout ça, tout son sens, ça a vraiment changé la donne. Donc, celui-là, je l'ai en tête. Et après, bah, ce dont je viens juste de te parler avec Mandé pour structurer toute la stratégie projet, ça aussi, c'était beaucoup de stress, beaucoup de flou, de pourquoi on se. Puis après, il y a évidemment des. Là, c'était des projets avec des budgets. Enfin, il fallait pas partir dans tous les sens. Il fallait bien cadrer. On n'était pas capable d'expliquer pourquoi on avait choisi ce projet plutôt qu'un autre. Mhm. Là, on a vraiment tout bien cadré, tout explicité. Et donc, là, c'est pas les équipes qui sont plus sereines, c'est la direction qui se sent plus légitime dans son choix parce que tout est bien structuré et documenté. Et ils ont de la visibilité en plus sur l'avancement. Complètement. Ah non, mais là, ce Parce que projet était vraiment bien. c'est vraiment, toi, je trouve, le gros point noir en entreprise. Partout où je suis passé, en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de la direction, et pas forcément de la top direction, hein, juste Mmh. du management, ils ont du mal en fait à avoir les retours en temps et en heure des chefs de projet. Généralement, c'est des rapports d'avancement sur Word qui sont Mmh. envoyés quand ils sont envoyés, avec des informations pas forcément justes, ou pas forcément updatées à la semaine et au jour. Et enfin, c'est une galère sans nom en fait pour avoir une information viable. Savoir, par exemple, moi, c'est ce que j'adore poser comme question, c'est combien de projets vous avez dans l'entreprise. Alors, Mais oui, c'est t'as fou. autant de Mais oui, réponses oui, que de oui. personnes. Mais oui, oui, oui. Non, mais c'est dingue. Moi, j'avoue que je sais pas dans quel monde je vivais, mais j'ai trouvé ça dingue de discuter avec des dirigeants dans des très belles boîtes qui juste ne. Enfin, mon objectif, c'était de leur faire savoir ce qui se passait dans leur équipe. Je me disais, mais c'est dingue quand même. Mais en même temps, oui, les chefs de projet vont pas forcément mettre à jour les documents, mais parce que c'est une galère sans nom. Si eux, ils Hmm. vont suivre leur tâche quelque part, ensuite, il faut qu'ils reportent ailleurs, et puis il faut qu'ils pensent à mettre à jour la deadline dans le Excel et puis dans le Word. Enfin, franchement, c'est super compliqué. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ces outils-là, de tout centraliser pour rendre le travail de tout le monde beaucoup plus efficace. Et puis, alors, j'ai rien contre Excel, c'est juste que Excel, c'est très bien, je trouve, pour suivre un projet. Mais à partir du moment où on en a plusieurs et qu'on veut une vision un peu globale, C'est bah, compliqué. Excel, bah oui, c'est super compliqué. Alors que sur un Monday, un Asana, un AirSAS ou un Notion, quand il est bien structuré, euh, c'est ça fait partie de la structuration de l'outil. Donc Hmm. les projets appartiennent à des ensembles un peu plus grands, des programmes, des portefeuilles, et donc on voit directement tout ce qui se passe. On n'a pas besoin de venir reporter une énième fois une information qu'on a déjà écrite par ailleurs. Et ça, toi, je l'ai vécu avec un déploiement d'ERSAS, c'était chez un bailleur social. Pour la direction, en fait, les projets, c'était quoi? C'était les projets de transformation de l'entreprise, donc transformation digitale, deux, trois grandes, bah, tu vois, c'est tout ce qui correspondait aux objectifs sur 3 ans. Le reste, ce n'était pas des projets. Donc, ce qui se passait en IT, Mmh. c'était pas des projets. La construction de nouveaux bâtiments ou l'entretien en termes de patrimoine, etc., ce n'était pas des projets, hein, même quand il y avait de gros chantiers à lancer. Et en fait, en mettant RSAS en place, on l'a pas mis en place sur toute l'entreprise, juste déjà sur l'IT, on a fait apparaître 70 projets. Même moi, j'étais surpris, hein, je pensais pas qu'il y en avait autant. Mmh. Et en fait, on s'est confronté, ouais, enfin, j'ai eu un choc. J'ai vu un choc Mmh. en face, côté direction, qui s'est dit, mais c'est pas possible, en fait.
c'est juste pas possible. Comment on peut avoir autant de projets en même temps? Est-ce que Ouais. j'imagine que tu as Oui, déjà dû oui. vivre un truc comme ça? Oui, oui, et en fait, c'est l'étape 2. Ok, Parce ok. que l'étape 1, c'est en effet lister tous les projets et de se dire: «Ah, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont en priorité 1 et puis c'est les mêmes chefs de Hmm. projet qui sont dessus». Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est de faire prendre conscience aux décisionnaires que ce n'est pas possible. Voilà, vous voyez sous les yeux, vous avez l'information sous les yeux qu'en termes de capacitaire, de charge de travail, ça ne fonctionne pas. Donc l'étape 2, souvent, c'est pour le semestre d'après ou l'année d'après, ok, on se dit qu'on réduit tous les projets. Mais oui, non, mais après, oui, 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 c'est ça, c'est que dans l'outil, on va mettre tout ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on a envie de travailler, et après, parce qu'on le voit de façon très claire, on se pose des questions. Là, je travaillais avec un client qui venait juste de mettre en place la notion de programme, et je sais plus, il y en avait 7, quelque chose comme ça, mais sur 5 sur 7, il y avait un projet dans le programme. Donc je me disais: «Mais du coup, Particulier. oui, quel est l'intérêt?» Peut-être que c'est pas la structure, idéale, mais c'était un test, c'était Hmm. une nouvelle façon de faire, donc voilà, il faut prendre le temps, de prendre les bonnes décisions, et à partir du moment où on a les informations, qu'elles sont claires et lisibles dans un outil, c'est plus simple de prendre ces décisions. Et oui, première étape, on met tout dedans. Deuxième étape, on se pose des questions parce qu'on voit que ce qu'on fait n'a pas forcément beaucoup de sens. De toute façon, à partir du moment où tu rends l'information visible, forcément, ça va déclencher des questions derrière. Beaucoup de choses. Des questions, évidemment. Après, bah, moi, c'est tout mon projet de rendre tout transparent. Parce que je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Mais ça soulève aussi des inquiétudes de certains chefs de projet qui vont se dire: «Ah ben, mince, il va falloir que je reporte et donc on saura exactement ce que je fais». Bon, a priori, je pense qu'il y a pas besoin de s'inquiéter, mais c'est vrai que c'est aussi un changement de mentalité que de se dire, que là, on rend toute l'information transparente. D'ailleurs, c'est la philosophie de ces outils quand enfin, si je pense à Asana ou à Monday, donc quand on crée des projets, on peut définir s'ils sont privés ou s'ils sont publics, et j'ai beaucoup de clients qui, par défaut, se disent: «Ben, nous, c'est privé, c'est sûr que c'est privé parce qu'on veut pas que les autres sachent ce qui se passe». Oui, mais si après on veut faire des dashboards avec, donc des données qui sont dans plusieurs, projets, il faut que l'information soit accessible et donc publique, et c'est la philosophie de ces outils. Alors évidemment, on peut rendre enfin, si vous entendez ça, vous dites pas qu'on peut rien rendre privé. Non, évidemment, il y a tout ce qui est RH aussi, enfin les éléments stratégiques qu'on peut rendre privés, mais par défaut, la plupart des projets, ils ont pas forcément besoin d'être cachés par les autres, collaborateurs. Ils pourraient être au courant, donc c'est un changement de mentalité. C'est aussi se poser des questions de pourquoi on a envie de cacher l'information, et ça, c'est aussi ce qui peut prendre du temps, dans le déploiement de l'outil. Parce qu'au final, oui, je l'ai pas dit, hein, mais ils sont pas compliqués ces outils, techniquement parlant. Moi, j'ai pas du tout de formation, de dev ou IT, hein, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un master en business, donc j'ai pas du tout la formation IT. C'est pas des outils qui sont compliqués. Ce qui est compliqué et qui prend du temps, c'est de définir les process qu'on veut mettre dedans et se poser les bonnes questions, business. L'outil, c'est le support. J'allais y venir justement au process. Ouais. Le plus compliqué, c'est toujours le process en gestion de projet. En fait, c'est pareil en soi, la gestion de projet, c'est pas si compliqué que ça. Alors, on peut le complexifier si on le souhaite, hein, mais c'est au final, c'est une question de process. Et c'est qu'est-ce que je veux accomplir, comment je veux l'accomplir, quelles sont les règles à respecter absolument, que ce soit au niveau de l'équipe, au niveau de la direction, de l'entreprise, etc. Donc, tout est question de process en fait. Et Tout est question de process, ouais. c'est justement une question que j'avais pour toi. Au-delà de l'outil, est-ce que tu vois, en fait, avec la mise en place, la configuration de l'outil, des changements en termes de process? Est-ce que toi, toi-même, tu peux être amené, en fait, à conseiller sur une modification du process interne de l'entreprise, voire même à mettre de nouvelles choses en place? Complètement, et en fait, c'est nécessaire de changer, enfin, si les process sont déjà très bien, si l'entreprise est mature, en gestion de projet, ils ont des super process, il y a pas forcément de sujet, mais donc l'outil, je le disais tout à l'heure, c'est le reflet vraiment de l'organisation. C'est-à-dire que c'est pas l'outil qui va changer qui va révolutionner votre façon de travailler. Il va juste reprendre la façon dont vous travaillez, et puis on va définir avec des petites automatisations, quelles sont les étapes, donc définir des workflows. Donc on est obligé d'être extrêmement clair sur comment on travaille.
Après, si on se dit qu'on travaille de façon très agile, très flex, bah, pas de souci. On va juste définir des workflows qui sont beaucoup plus, légers. Enfin, ou qui vont répondre à des besoins, plus simples en termes de cadrage. Donc, si on arrive en se disant: «Je vais mettre en place un outil» et qu'on n'a pas réfléchi à nos process, bah, très, très vite, mais très, très vite, hein, au bout d'1 heure, on va être confronté à des problèmes et moi, mon travail, c'est de poser tout le temps plein de questions. De se dire: «OK, donc on a fait ça et après, c'est quoi la suite? Ah, bon, OK, la suite, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment processisé. En fait, il faut passer par machin, qui est une seule personne, donc c'est un énorme goulot d'étranglement. Ah, bah, peut-être que votre problème, c'est pas que vous avez pas d'outils, peut-être que vous avez un goulot d'étranglement qui est toujours la même personne et là, en mettant en place l'outil, on clarifie le process et donc on se rend compte qu'il y a plein de problèmes à résoudre. Donc on est obligé de retravailler les process et moi, en effet, oui, je peux être amenée à les changer parce que, je pose des questions, en fait, je aussi parce qu'à un moment, je vais devoir, documenter la façon dont on travaille avec le nouvel outil. Je dois être en mesure d'expliquer sur un papier de façon extrêmement claire comment les équipes travaillent. Donc il y a pas de place pour le flou. Il y a pas de place pour, on sait pas trop qui valide ça. Non, c'est obligé d'être on doit le savoir. Donc c'est pour ça que ça oui, Oui, c'est donc, du coup, nécessaire d'avoir des process, clairs. forcément. Forcément, ce qui m'amène à, du coup, une question, enfin, je connais la réponse, je pense qu'on a tous les deux la même vision là-dessus. Pour toi, le choix d'un bon outil, finalement, ce qui va faire choisir une organisation entre l'outil A et l'outil B, c'est avant tout les process, en fait. Pour toi, il faut que l'outil s'adapte au process, et pas forcément que l'outil amène un nouveau process ou amène une modification du process, en fait. C'est plutôt l'outil qui s'adapte au process que l'inverse. Ouais, après, des fois, quand il y a pas vraiment de process qui est mis en place, ça peut arriver. Donc oui, en effet, il faut s'adapter au process, mais des fois, il y en a pas et donc ça va être mon rôle d'expliquer que, voilà, on pourrait utiliser l'outil par rapport à votre cas d'usage qui est aujourd'hui un gros flou, on pourrait le structurer dans l'outil de cette façon-là. Donc parfois, il y a pas de process et donc par rapport à toutes mes expériences, j'arrive très vite à me projeter dans leurs besoins, hein. Globalement, toutes les entreprises ont un petit peu les mêmes besoins enfin, avec plein de modifications, plein de changements en fonction du contexte, mais ça reste, des fonctionnements qui sont à peu près similaires. Donc s'il y a pas de process, je vais les aider à se projeter, dans un process à mettre en place, dans les différents outils et sinon, je vais en effet récupérer leur façon de travailler, leur montrer comment ça fonctionnerait dans l'outil et parfois ça arrive que leur façon de travailler, a été définie de façon très spécifique et très détaillée et donc il y a aucun outil qui répond à leurs besoins. Ok. Et donc là, moi je ne vends pas les licences. Donc en fait, je m'en fiche de mettre en place, un l'outil A ou l'outil B. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aider l'entreprise à répondre à son besoin. Donc parfois, il faut faire soit on fait des compromis, soit on se dit: «Ben, vous allez continuer à travailler de la façon que vous avez déjà sur cette partie-là. Par contre, on va réfléchir à comment améliorer les process sur d'autres, cas d'usage dans un autre outil pour globalement réduire, la complexité ou le flou dans l'entreprise». Mais oui, bien sûr, il faut j'ai aussi tendance à ne jamais détruire ce qui fonctionne. C'est trop dommage. Donc si quelque chose fonctionne bien, même si c'est pas sur le format, qui idéal, mais que collaborateurs, en sont satisfaits, la direction en est satisfaite, bah, je vais pas, juste le détruire pour mettre en place un outil parce qu'on se dit que c'est cool d'avoir un outil. Ça marche. Alors, est-ce que tu as déjà vu une organisation, par exemple, qui a fait un choix d'outil pour ensuite te contacter par rapport à cet outil et le configurer et qui se rend compte, en fait, avec les discussions qu'elle a avec toi, que finalement c'était un mauvais choix et qu'il va falloir abandonner l'outil A qu'on a choisi il y a peut-être quelques mois parce que, bah, comme tu l'as dit, j'ai vu une pub de Mmh. Mondays dans le métro et passer sur un autre outil qui, lui, sera beaucoup plus adapté à la façon de travailler de l'organisation. Oui. Oui, oui, ça arrive. Alors, des fois ça arrive, et il y a plusieurs possibilités. Soit on se dit: «OK, c'était pas le bon choix, mais vous avez déjà mis beaucoup d'efforts, donc on va essayer de trouver une façon quand même de vous aider avec l'outil que vous avez déployé». Donc ça, c'est une première option. L'autre option, c'est de se dire: «Oui, vous avez mis un an d'effort, mais
par rapport à ce que vous pourriez gagner avec un autre outil, on considère que ça vaut le coup d'abandonner là, sachant qu'on repart pas de zéro non plus, parce que s'ils ont mis en place un premier outil, ils ont déjà défini leur process, ils sont dans cette logique d'effort et d'optimisation de leur façon de travailler, donc c'est pas non plus repartir de zéro. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est si cette équipe fait partie d'une entreprise plus globale et que l'entreprise a décidé d'un outil et eux, ils se disent qu'il n'est pas adapté pour eux, bah là, malheureusement, il faut serrer les dents et s'il y a un contrat cadre ou des choses comme ça qui sont mis en outil et une grosse entreprise, bah oui, c'est peut-être pas forcément le meilleur outil pour eux, mais on va arriver dans l'option A de se dire comment est-ce que ça pourrait vous aider, sachant que bah il y a des choses qui fonctionnent pas. Je prends un exemple parce que c'est quand même pas des outils qui sont à part AirSAS qui est à part, mais ils sont structurellement différents, mais globalement on y fait à peu près les mêmes choses. Mais il va y avoir des petites spécificités sur certains outils. Par exemple, sur Asana, on a la possibilité d'héberger une tâche à 2 endroits différents. Donc on pourrait se dire qu'on a un projet dans lequel on a enfin un tableau qui est un projet dans lequel on a donc vraiment un projet de A à Z. Et ensuite, on veut un tableau pour ne voir que les contributions d'une certaine équipe, par exemple, dans tous les projets. Et ce qu'on pourrait faire, c'est héberger du coup une tâche A dans le projet même et dans le tableau d'équipe. Ce qui facilite beaucoup de choses et c'est souvent quelque chose qui est demandé. Dans Monday, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça fonctionne avec des dashboards qui vont venir récupérer plein d'informations, les afficher sur un tableau de bord, mais l'affichage n'est pas toujours très flexible, on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut dedans. Donc ça va être ce genre d'élément qui parfois peut vraiment faire la différence ou on peut se dire bah oui, c'était pas le bon outil parce qu'on n'a pas cette fonctionnalité précise. Et ouais, bah faut se poser des questions. À nouveau, comme je disais tout à l'heure, je déteste détruire ce qui fonctionne. Donc si on se dit que c'est pas le bon outil, mais quand même c'est bien mieux que ce qu'on avait avant, et bah peut-être que tant pis, il faut faire une croix sur l'outil idéal, ou alors oui réfléchir à qu'est-ce que ça apporterait vraiment de changer, de recommencer le déploiement d'un nouvel outil. Voilà. Ok. Donc ouais, dans l'idée, tu préfères te dire, bon bah écoute, je vais composer avec ce qu'on a sous la main, quitte en fait dans 6 mois à revenir, se dire bon voilà, maintenant que cet outil a été en place, qu'on a mis une V1 avec, ça a amené un certain nombre d'interrogations, de changements, etc. Et là, on va pouvoir peut-être réfléchir à basculer sur autre chose, puisque on a gagné en maturité. Ouais, alors oui, mais après il y a aussi une autre composante à pas oublier, c'est les équipes. Parce qu'on leur demande du temps, du changement. Et donc, faut sentir aussi si les équipes sont prêtes à changer d'outil alors qu'on leur a déjà demandé de Hmm. changer leur façon de travailler. Donc, voilà, il faut voir avec les équipes si elles sont partantes parce que c'est elles qui vont aussi faire les efforts. Donc, oui, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais globalement, souvent, même si c'est pas le bon outil, c'est quand même beaucoup de gains par rapport à l'avant. Yes, alors justement, par rapport au changement que ces outils peuvent induire, comment est-ce que toi tu vas gérer l'accompagnement au changement, aussi bien au niveau des équipes opérationnelles qui vont utiliser l'outil au quotidien qu'au niveau de la direction qui va se retrouver avec des dashboards, avec des informations, des données qu'ils n'avaient pas avant. Et bah, ça va amener forcément, on l'a dit, hein, des questions, des remises en question aussi, peut-être des volontés de changer le processus, etc. Comment tu accompagnes tout ça? Alors, hem, donc il y a plein d'éléments différents, mais tout d'abord, donc on a envie d'embarquer les équipes parce que c'est elles qui vont renseigner, leur projet, c'est elles qui vont mettre toutes les données à jour, pour ensuite que les données remontent au niveau de la direction. Mais la première étape, enfin la plus importante pour moi, c'est embarquer la direction. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que mon client soit, un dirigeant qui se dit: «J'ai envie d'avoir ces tableaux de bord, j'ai envie d'avoir ces données-là». Voilà, donc aidez-moi. Donc je l'aide. Sauf qu'après, il est plus trop dans le projet. Enfin, il s'est dit voilà, c'est bon, il y a Solène qui a fait le taf, les équipes vont suivre. Mais moi, en tant que dirigeant, donc c'est un sponsor de projet, je suis pas là sur les meetings où on parle du déploiement. Je suis pas là pour récupérer les retours des équipes. Et donc petit à petit, les équipes, elles se disent mais pourquoi on fait ça alors que la personne pour qui on fait tout ça ne semble pas très impliquée.
Donc sur la partie, gestion du changement, pour moi, ça, c'est le plus critique et c'est les seuls cas où mes projets ont, entre guillemets, «échoué». C'est les fois où j'ai déployé quelque chose avec le dirigeant qui est mon client, mais qui ensuite se retire complètement. Donc moi, je lui dis, hein, que c'est super important, qu'il soit présent parce que ça exprime le pourquoi est-ce qu'on fait ces efforts-là et à nouveau pour les équipes, c'est une charge supplémentaire. Ils ont leur travail à faire et là, on leur demande de changer la façon dont ils travaillent. Donc c'est une grosse charge. Il faut qu'ils comprennent pourquoi, il faut qu'ils se sentent soutenus aussi. Donc c'est le si j'ai pas ça, tout le reste, ça ne sert à rien. Et donc tout le reste après sur la partie gestion du changement, ça va être impliquer les équipes dans les ateliers de configuration de l'outil pour définir ce qu'on a envie de mettre dedans. Ensuite faire les sessions de formation et puis après se voir régulièrement, récupérer leurs retours. Et ça arrive aussi souvent de définir une façon de faire harmonisée entre les équipes. Donc Ok. parce qu'on a envie de récupérer des informations à plus haute échelle. Mais après, je vais avoir des équipes qui se disent ah bah maintenant qu'on a mandé, ce serait bien qu'on l'utilise aussi pour gérer notre charge de travail, le capacitaire, qui n'était pas prévu dans la partie harmonisation. Donc moi, je vais les aider à aller plus loin que le nécessaire pour que eux, ils voient aussi une grosse valeur ajoutée, sachant que bon, pour une équipe, avoir aussi la visibilité sur tout ce qui se passe, c'est déjà une valeur ajoutée, mais on peut individuellement après aller plus loin pour les transformer eux en petits ambassadeurs de l'outil dans leur service. Mais Ok. tout ça ne fonctionne pas si j'ai pas le soutien et la présence de sponsors projets, malgré le fait que ce soit mon client, la personne qui me Mm. paye, mais des fois juste la personne, enfin, il n'est pas présent et du coup ça tombe à l'eau. Et ça c'est assez fou, tu vois, je le vois aussi beaucoup encore. Alors moi, j'ai fait beaucoup de TPE, PME, et je l'ai énormément vu ce côté-là, en fait, où la volonté est là, la motivation d'atteindre cet objectif est là, parce qu'on sait tout ce que ça peut apporter derrière en termes de bénéfices, que ce soit pour l'entreprise, avec du ROI, pour les équipes, etc. Mais on a souvent, pour pas dire très très souvent, un problème d'implication en fait côté sponsor. Et je pense que Mmh. ça, tu peux l'expliquer de plein de manières. Et l'une des choses qui peut l'expliquer pour moi, c'est aussi le fait que tu as énormément de projets, souvent dans ces cas-là. Et donc le sponsor doit se retrouver, enfin doit partager son temps en fait entre ses missions quotidiennes plus une trentaine de projets, ce qui est absolument impossible. Euh, je sais pas si toi tu l'as vécu ce cas-là, et si tu l'as vécu en fait, comment tu arrives à leur faire prendre conscience que bah, déjà, un, si c'est ça, il y a trop de projets, et surtout deux, comment tu arrives en fait à les incentiver pour être plus impliqués dans le projet? Hem, bonne question parce que, alors déjà je leur dis, hein, à chaque fois que là je sens qu'il y a une démotivation des équipes, qu'on a besoin qu'ils soient présents donc je vais avoir des: «Oui, oui, OK, ça marche, je serai là la prochaine fois» ou je vais en parler avec les équipes et puis la fois d'après je me rends compte que pas du tout, complètement absent. Hem, je vais avoir des preuves de la démotivation, du désengagement que je vais apporter et globalement je peux pas faire beaucoup plus. Parce que certes, il va y avoir beaucoup de projets, mais tout le sujet, c'est que les équipes opérationnelles ont aussi beaucoup de projets Hmm. et donc elles vont faire ce pourquoi elles sont payées, elles vont faire ce pourquoi, on a besoin d'elles et vont délaisser ce projet de transfo qui prend du temps. Donc en fait, c'est le même sujet, c'est qu'il y a trop enfin, il faut pr si on a envie de changer la façon dont on travaille, d'avoir ce gros projet de transfo, il faut déprioriser d'autres sujets et il faut que tout le monde soit aligné là-dessus. Donc certes, le sponsor peut avoir beaucoup trop de projets en parallèle, mais c'est exactement la même chose pour les équipes opérationnelles et c'est la raison pour Clairement. laquelle, si elles sentent pas qu'il y a un élan et une envie collective d'y aller, bah, elles vont arrêter de passer du temps, sur ces sujets de transfo. Tu réponds à ta Yes. question? Pas tout à fait, mais Ah bah vas-y, dis-moi si tu je veux. vais te la reposer. OK. Je comprends en fait ce que tu veux dire. Hein. C'est de toute façon, en tant que consultant, à un moment donné, c'est la limite en fait de ce modèle, c'est que bah là après c'est un choix qui va se faire purement en interne dans l'entreprise, donc tu peux dire voilà c'est le souci, mais s'ils veulent passer outre tes recommandations, bah, malheureusement faut faire avec. Mmh. Mais moi en fait vraiment c'est toi au-delà de d'apporter ces preuves en fait. Est-ce que toi, dans ton discours, tu vas utiliser des éléments de langage? Est-ce que tu veux, je sais pas, tu vas par exemple utiliser du nudge, etc., pour essayer
d'amener le sponsor en fait vers le fait de s'impliquer plus dans ce projet? Bah, pas que je conscientise en tout cas. Ok, Non, non, je pense pas. Non, je vais essayer. Bah, à nouveau, je sais pas si ça répond à bien à ta question, mais j'essaie toujours d'être extrêmement transparente, donc et d'être très honnête. Je pense que c'est ça aussi qui est apprécié par mes clients. Donc, dès que je vois que l'implication n'est pas assez bonne du sponsor, enfin, je vais le dire et je vais confronter la personne. Et moi, alors, sur certaines missions, je facture au mois et j'ai aucun problème à arrêter le projet et à me dire, bah là, en fait, juste, ça n'avance plus parce que vous n'êtes pas présent. Donc, vous me rappelez quand vous êtes présent. Parce que là, sinon, vous allez juste gâcher de l'argent et du temps de vos équipes. Ça les fait réfléchir aussi, de se dire, ok, moi, enfin, j'ai aucun souci à arrêter comme ça parce que j'ai envie de perdre du temps à personne. Donc, ouais, ça peut les faire réfléchir, mais je dirais que j'utilise juste la franchise et la communication. Je sais pas si ça répond, Thibaut, à ta question. Si, ça répond beaucoup plus, ça marche plutôt bien. Et la technique de dire, bon, bah, on arrête tout, ça marche. Alors, Ouais, un peu moins sans que quand t'es ce en soit une interne, par menace. contre. Non, non, Ah bah non, mais non, mais mais c'est les pas une internes, menace, c'est la réalité, ouais. de toute façon. Si tu t'appliques pas, bah, malheureusement, on peut Oui, continuer, en fait, mais dans 3 mois, bah, t'auras perdu 3 mois, parce oui. qu'on sera Ah oui, toujours et au même puis, stade, et puis, bah, tu ouais. m'auras payé entre-temps. Oui, et puis pour le coup, tu as raison. En interne, je vois pas comment j'aurais pu avoir cette posture. Je le fais parce que je suis externe et parce que je pense que je peux être entendue par mes clients qui se disent, OK, elle en a vu d'autres, elle sait que c'est vraiment important. En fait, je te pose la question parce qu'effectivement, en interne, c'est plus délicat. Je l'ai vécu, moi, plus d'une fois, ça. Et c'est assez particulier parce que tu te retrouves, en fait, dans une position où, généralement, le sponsor, en plus, c'est ton management. Alors, pas forcément une plus un, mais Mmh. c'est ton management. Et tu dois leur demander des comptes parce qu'ils sont pas présents, mais en même temps, tu as cette relation, en fait, hiérarchique qui joue un peu dans la balance. Et souvent, malheureusement, le chef de projet en fait s'incline, décide de pas aller en fait en mode confrontation vis-à-vis du sponsor, hein, pour lui expliquer qu'il a besoin en fait de plus d'implication, de plus de choses de sa part, quoi. Et Je pense c'est que c'est très compliqué, je ouais, pense, en c'est interne. Et compliqué. d'ailleurs, oui, et d'ailleurs, ça peut être le début justement de mon intervention, parce que ça arrive aussi que la personne qui me contacte ne soit pas le sponsor initial du projet, mais un peu le chef de projet interne, qui dit, OK, en interne, on a fait ce qu'on pouvait, mais là, il faut un regard externe, parce qu'on ne sera pas écouté en interne. Donc ça arrive aussi, des fois que Ok. j'intervienne au milieu d'un déploiement, parce que il faut un petit peu un regard externe pour faire prendre conscience de certains sujets. Mais oui, non, en interne, je pense que moi, la première, hein, si j'étais en interne, il y a un moment, c'est difficile aussi d'aller à la confrontation avec son manager, j'imagine. J'ai toujours été à mon compte. Alors, si tu le fais, il faut le faire intelligemment. Parce que sinon, Ouais, effectivement, ça peut très rapidement en fait envenimer les relations bah oui, que tu peux avoir au quotidien. bah oui, oui, Euh, oui. et souvent, ouais, moi, au début de ma carrière, tu vois, je l'ai pas fait. Et il y a notamment un gros projet comme ça qu'on devait mener en 3 mois pour un client. Donc, l'idée, c'était d'amener le client en fait sur le data center, donc de migrer toutes ses applications, vraiment tout sur le data center de l'entreprise pour qui je travaillais, en sachant que c'était des applications obsolètes, que le client ne maîtrisait pas la moitié de ses applications, et que tu avais tout un tas de contraintes techniques derrière qui faisaient que c'était pas juste possible comme ça de claquer les doigts et de le faire. Et pour que ça marche, en fait, il y avait 8 projets en interne qui devaient être réglés avant de pouvoir dire, OK, on va juste faire une migration test pour le client et voir ce que ça donne. Hmm. J'avais zéro visibilité, tu vois, sur ces projets. La migration client, on avait une deadline à 3 mois, parce que de toute façon, au bout de 3 mois, en fait, il fallait que ça tourne chez nous. Et je me suis retrouvé dans un cas de figure où bah, j'ai pas eu d'autre choix en fait que de partir à la confrontation vis-à-vis des différents sponsors de ces projets pour savoir où ça en était. Et certains l'ont bien vécu parce que ça les a obligés à bouger un peu et à donner de la visibilité. T'en as d'autres en fait qui m'ont dit écoute, quand est-ce que tu vas arrêter de me pisser à la culotte en fait parce que tu commences à être un peu chiant là. Hmm. Donc il faut avoir les reins solides en fait. Il faut que tu te dises à un moment donné, tant pis, toi je vais au clash, c'est ça Ouais, ou sinon je pars en fait parce que là je refuse de porter l'échec du projet qui ne sera pas de mon fait à cause de ces projets-là. ouais, Donc ouais, non, mais qui c'est sont pas avec évident. Et moi, dépendance. je me dis qu'en fait, c'est pour ça que mes clients me payent. C'est Hmm. pour les aider à avancer vers un objectif commun. Et donc, c'est aussi mon rôle enfin, de dire quand c'est pas forcément
que les conditions sont pas réunies pour atteindre les objectifs. Après, je te dis ça, mais sur mes premières missions, je confrontais pas parce que je me rendais peut-être pas compte que c'était ça le problème. C'est après, à un moment, je me suis dit, bon, alors je fais le récap de toutes les dernières missions, celles qui ont bien fonctionné, donc la plupart, hein, je pense que dans 90% des cas, ça se passe très bien, et celles où on a dû arrêter, on n'a pas atteint les objectifs finaux. Quel est le point commun entre ces 10% de missions? Ah bah, toujours le même. Un dirigeant qui, au début, dit qu'il est à fond, qu'il a envie, et c'est à peu près la seule fois où il est là, quoi, au tout début. Et après, il est plus là, et donc les équipes ne comprennent pas pourquoi elle doit faire les efforts. C'est toujours ça. Toujours en restant sur le changement, donc on parle beaucoup aussi de résistance au changement. Est-ce que toi tu as vécu justement des cas de figure en fait où tu as déployé un outil où globalement, on va dire, la plupart des membres de l'équipe sont chauds pour cet outil et voient les bénéfices que ça va apporter, ils sont prêts à investir du temps, de l'énergie dans cette transformation. Et bah, parfois tu as, alors, j'aime pas le terme de brebis galeuse, mais tu as une personne qui va aller à contre-courant, Mmh. qui va en fait mettre une certaine résistance au changement en se disant non, cet outil ça me va pas, c'est nul, ça sert à rien, de toute façon on va me demander encore plus de choses, je vais être encore plus fliqué, etc. Est-ce que tu l'as vécu sur tes projets ça? Bon, il y a toujours quelqu'un comme ça. Il y a toujours quelqu'un comme ça et c'est là qu'il faut remettre la casquette de psy. Bah, moi, quand c'est comme ça, juste, je fais des sessions juste avec cette personne Ok. pour le coup, je la confronte pas parce que je trouve que pour le coup, c'est pas nécessaire. Mais j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est réticente. Et puis, je vais passer du temps avec cette personne-là pour identifier comment est-ce qu'on pourrait améliorer bah, son quotidien, de nouveau, à cette personne-là individuellement, potentiellement en allant un petit peu plus loin que ce qui est déployé pour tous les autres. Donc là, je vais y aller au cas par cas parce que autrement, dans un groupe, il y a toujours, ça plombe beaucoup Ouais, ça l'énergie plombe commune. l'ambiance. Ouais, c'est ça. Donc il faut vite résoudre le problème. Et puis après, moi, je dis à ces personnes-là, si vous avez l'impression que ce qu'on fait ne va pas aider, en fait, il faut le dire tout de suite. Vous partagez, vous expliquez pourquoi, et on avance ensemble. On discute ensemble et on essaie vraiment de définir une solution collective. Et ça, je trouve que c'est assez important parce qu'une fois qu'ils savent qu'ils sont dans un collectif et que je fais prendre les décisions, souvent j'ai une sorte d'équipe en interne avec plusieurs représentants qui vont m'accompagner tout au long du déploiement et je fais prendre les décisions collectivement. Donc, sur une structuration d'outils, par exemple, on définit ensemble ce qu'on veut faire et après je dis, OK, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On valide ou pas? Mais quand ils savent qu'ils ont validé collectivement, ils ont eu l'opportunité de dire si ça allait pas, donc il y en a qui le font. Mais s'ils l'ont pas fait, bah, on avance collectivement. Et donc là, après, il y a plus d'occasion de dire bah non, ce qu'on fait, c'est nul. Bah oui, mais non, tu fais partie du groupe qui a choisi, donc non, ça marche pas. Et après, si les réticences sont dans les équipes de ces personnes, de cette équipe, enfin, cette core team qui m'accompagne, bah là, c'est au manager d'aider, enfin de voir avec eux comment est-ce qu'on peut essayer de les embarquer. Mais oui, oui, il y a toujours des gens comme ça. Et puis c'est normal, hein. Enfin, franchement, comme je disais depuis le début, c'est dur aussi de changer la façon Ah, clairement. dont chacun fonctionne parce que chacun prend des habitudes, ils sont à l'aise dans quelque chose, et là on leur dit bon bah on va tout changer. Donc ils sont complètement hors de leur zone de confort. Il y en a qui aiment pas du tout ça, et il faut le respecter. Je pense qu'il faut les accompagner et prendre le temps. Yes, mais je suis totalement en phase avec toi, hein. Si tu me dis en fait que sur ton projet t'as pas eu de résistance au changement, c'est que t'as pas assez cherché. Ah non, mais toujours, Il y en a toujours. toujours. Pas forcément de, on n'aura pas forcément en fait le gros râleur qui va se mettre en grève et qui va aller vraiment au conflit, mais il y aura toujours des personnes qui vont être résistantes. Après, la question à se poser, si tu n'en vois pas, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que la parole n'est peut-être pas libérée, Ouais, complètement. et donc tu vas avoir des personnes en fait qui vont mettre en place des choses pour saboter en fait un peu silencieusement ce que tu es en train, enfin, ta transformation, ton projet, etc. Et ça, c'est peut-être le Ouais. pire à avoir en fait. Ouais, ouais, complètement, t'as raison. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je fais, voilà, j'y pensais pas, mais dans mon histoire de prise de décision collective, j'évite d'avoir un groupe de personnes et de leur dire c'est bon, tout le monde est d'accord, oui, allez, on passe au sujet d'après. J'utilise par exemple les tableaux blancs
pour que chacun puisse mettre ses retours, ses propositions, donc individuellement sur, j'utilise, ça en ligne, donc les tableaux blancs, juste si on nous écoute et qu'on ne sait pas ce que c'est globalement un écran blanc sur lequel on va mettre des post-it et des informations, c'est des outils collaboratifs aussi. Donc chacun va partager son avis individuel et après on partage tous ensemble. Donc j'essaie de mettre en place les conditions pour que, en effet, la parole soit libérée. Je trouve que ça fait partie des éléments passionnants du métier, que d'essayer vraiment d'embarquer tout le monde et de faire en sorte que tout le monde ait l'impression d'être vraiment impliqué. Enfin, tout le monde. On ne peut pas impliquer les centaines de personnes dans le déploiement, mais à minima, ceux qui vont aider à la structuration, il faut qu'ils soient vraiment impliqués, quoi. Bah, qu'ils soient impliqués, qu'ils se sentent écoutés, en fait, aussi. Bah oui, ouais, ouais. Mais alors, on parle d'outils, mais évidemment, tout ça, c'est un accompagnement humain avant tout, hein. Parce que globalement, je pourrais faire une formation en ligne de comment utiliser Asana, comment utiliser Monday. Je pense que ces informations, elles sont partout sur Internet. Si on vient me chercher, c'est parce que c'est la brique humaine et la brique process, évidemment. Mais ouais, bah, c'est les deux d'ailleurs. Process et humaine qui font que le déploiement sera réussi ou pas. Alors, j'ai une question par rapport au processus, je vais revenir dessus un petit peu. Est-ce que tu vois, donc sur toutes les missions que tu as fait, alors je sais pas combien tu en as fait aujourd'hui? Je pense qu'on arrive à peu près à 70 là. Ouais, ok, donc tu commences à avoir un certain recul. Est-ce que tu vois des erreurs ou des manquements dans les process de gestion de projet qui reviennent encore et encore et encore sur tes missions? Des erreurs et des manquements en gestion de projet. Alors, Oui, tu peux me donc, dire non, hein. si, bah, tout le temps. Si, bien sûr. Mais ça va dépendre, c'est ça que je me disais. En fait, les projets des projets de mes clients peuvent être vraiment très variables. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un lancement de campagne email, qui est en soi pas un projet complexe du tout. La complexité, c'est qu'il y en a beaucoup et donc il faut rien oublier et il faut être très rigoureux. Hmm. Mais on n'est pas sur une complexité de projet du tout. Et par contre, on va avoir des projets beaucoup plus complexes, donc le type de déploiement d'outils, où là, soit on a une complexité technique, ce qui n'est pas le cas sur mes outils, soit on a aussi une complexité organisationnelle et de processus. Donc, en fonction de la complexité du projet, les manquements ne vont pas être les mêmes. Ok. Sur des projets simples, les manquements peuvent être tout simplement de savoir globalement qui fait quoi. Euh, ça, c'est Ça, c'est fou. Des fois, je travaille donc avec des clients qui mettent en place. Je vais prendre Asana comme exemple. Donc, Asana, c'est un tableau. On a une ligne égale une tâche, une colonne responsable, échéance. Et puis après, on a la possibilité de rajouter d'autres colonnes. Souvent, ça, j'ai des clients qui adorent rajouter d'autres colonnes. Donc, pour être très spécifique sur la tâche, avoir des labels, des tags, des dépendances. Mais ils n'ont pas mis le responsable, et ils n'ont pas mis l'échéance. Donc, ils se retrouvent avec des suivis de projets qui, en fait, ne sont pas des suivis de projets. Ils se sont amusés à spécifier des choses, mais ils savent toujours pas où on en est et qui fait quoi. Donc, ça ne sert à rien. Donc, sur des projets simples, moi, je dis à mes clients, retirez votre sophistication. On fera ça dans un an. Là, je veux que vous remplissiez une tâche claire. Ça, c'est aussi pas évident. Quelque chose qui est clair, que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, avec un responsable et une échéance. Voilà, donc sur les manquements, ça sert à rien d'aller loin, de définir plein de Hmm. choses pour la gestion de projet. Il faut la base, et pour moi, la base, c'est qui, quoi, quand. Ensuite, sur les projets plus complexes, les manquements, bah, ça peut être justement de ne s'attarder que au qui, quoi, quand. Ça peut être de ne faire que ça et de pas penser bah, au risque, de pas penser au partage des décisions. Ça peut être en fait de juste s'arrêter au task management et de ne pas avoir de visibilité sur les points bloquants, par exemple, ou de pas avoir les moyens de dire pourquoi le planning va changer ou est-ce qu'il va changer. Donc ça dépend vraiment de la complexité des projets. Euh, sur la partie vraiment simple, manquement, bah, c'est juste de définir la base de ce qu'on fait, pour quand et avec qui. Sur les projets complexes, ça va être plutôt de se dire qu'un projet complexe, c'est pas que le qui, quoi, quand, c'est le pourquoi et le comment et le pourquoi on s'arrête et pourquoi on continue, ou voilà, ces éléments-là. Ça Ouais, c'est raconte. rigolo. Ouais, c'est totalement. Et c'est rigolo parce que tu vois, ça, en fait, sur des projets, alors, en dehors des projets de transformation des projets de mise en place d'outils, etc., on retrouve globalement ces mêmes manquements, en fait. Le qui fait quoi, ça revient tout le temps.
C'est un truc de fou. Et c'est fou. Tu vois, j'ai un exemple comme ça récemment. J'avais accompagné alors, Morgane, qui est la personne que j'ai interviewée dans le précédent podcast que tu as écouté. Oui, oui. Morgane, en fait, quand je l'ai accompagnée, je l'ai fait monter en compétence sur des petits projets, etc. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée embarquée sur un projet où ils étaient 3 chefs de projet. Donc, t'en as un qui était un peu plus senior que les autres, donc qui a pris en fait le rôle de directeur de projet, donc qui était vraiment sur la vision haute, de l'interface avec le client, etc. Et 2 chefs de projet opérationnels qui devaient gérer les différentes équipes. Et le quotidien, les tâches, etc. Et en fait, ils sont arrivés à un stade où donc j'avais coaché, si tu veux, Morgan, en lui disant le qui fait quoi, ça va être indispensable dans ce cas-là, parce qu'en plus vous êtes 3. Donc non seulement il va falloir savoir qui fait quoi dans les tâches, mais aussi entre vous. Et en fait, il y a eu un gros souci, refus catégorique du chef de projet senior de faire ce travail. Je comprends pas pourquoi. Et ils se sont retrouvés en fait dans un cas de figure où forcément le projet est parti en vrille. Personne ne savait qui faisait quoi exactement, qui était responsable de quoi en termes de chef de projet. Et donc tu avais en fait, que ce soit pour Morgan ou les autres, c'était des missions qui tombaient comme ça au jour le jour. Mmh. Ah pourtant c'était évident, c'était à toi de le gérer. Non, c'est pas évident en fait, et surtout Mmh. personne n'a abordé le sujet, et surtout, ce n'est marqué nulle part en fait. Donc toi, le qui fait Mmh. quoi, ça revient tout le temps. Et, Et euh, le et... c'est évident, ça, c'est vraiment, Ah, très dangereux. C'est jamais c'est évident. clair. C'est évident pour une personne, mais jamais pour une autre. Quelque chose que j'aime beaucoup, moi, dans l'outil Asana, pour le coup, si on parle d'outils, c'est qu'on a donc il y a une colonne responsable où on va venir taguer quelqu'un. Asana, c'est le seul outil où enfin, oui, je crois, où on ne peut mettre qu'un responsable. Après, Airsa, ça va être particulier parce que ça va être des catégories différentes de personnes, mais on peut mettre qu'un responsable. Et ça, des fois, mes clients, ils sont extrêmement frustrés parce qu'ils se disent, mais non, nous, sur cette tâche, c'est pas qu'une personne qui en cherche, c'est 3 personnes. Je dis, bah non, je crois pas, parce que quand il y a trop de personnes, il y a plus personne. Mm. Donc, faut vraiment, voilà, se poser les bonnes questions. Pour le coup, sur Monday, on peut mettre plusieurs personnes. Et je pense que ça, c'est un problème. Parce que, pour l'avoir vécu aussi, j'ai une petite expérience de PMO chez un client où je suis restée plus longtemps. On mettait à la demande de la direction tout le monde dans la colonne personne. Bah, du coup, c'était plus de responsable. Voilà, la tâche, c'est pas à moi de la faire, c'est à quelqu'un d'autre. Mais ouais, ça paraît ouais, évident, mais ça, on l'apprend hein, avec le temps. Rien n'est évident. Rien du Rien tout. n'est évident, et en fait, on en revient souvent aux bases. Sur les Mais soucis oui. en gestion de projet, c'est Mmh. jamais, enfin, je vais pas dire jamais, enfin, c'est rarement un problème d'outils, c'est rarement un problème de process qui est pas adapté, de méthodologie. En fait, c'est le plus souvent, c'est la base, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi l'objectif, quels sont les risques sur ce que je souhaite faire, quels sont les risques si je ne fais rien, qui fait quoi, qui est impliqué, comment, quand. Et quelles sont les règles de l'équipe? Donc avec une charte d'équipe, c'est où tout le monde va Mmh. s'engager à se dire bon bah là nous on s'engage à communiquer de telle manière, notre canal de communication ce sera ceci, on s'engage à se réunir je sais pas toutes les semaines pour discuter Mmh. projet et ainsi de suite. Et en Mmh. fait, 90% du temps, j'ai l'impression que c'est ces éléments-là qui posent souci sur les projets. Peu importe le secteur d'activité, peu importe la taille de projet. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais, je fais plus trop là, mais j'avais une offre d'audit d'outils, donc ce qui s'adaptait, enfin qui était pour plutôt les TPE ou PME qui avaient mis en place un outil. Et à chaque fois, c'était toujours sur Asana. Donc, ils me contactaient pour faire un audit parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont ils utilisaient l'outil. Ils voulaient aller plus loin, mais toujours. On veut aller plus loin. On sait que l'outil a plus à nous apporter. Ok, je regarde, je sais pas, 60 projets. Dans aucun projet, je peux dire si le projet est fait, il est fini ou il est en cours ou parce que juste j'ai des tâches, j'ai personne, j'ai pas d'échéance et puis j'ai une dépendance. Voilà, super. Et donc souvent alors évidemment c'est un peu plus fourni que ça, mais le résultat de mon audit, c'est de dire: «Vous retirez tout le superflu, vous mettez les bases, juste les bases et vous allez aller mais beaucoup mieux». Mais ouais, c'est c'est pas forcément évident. Et puis c'est vrai que c'est pas évident. En fait, faut définir vraiment les rôles. Donc faut se poser un moment et définir les rôles. Et puis pour les échéances, ça demande quand même une petite gymnastique de se dire, alors soit il y a des échéances clients. Donc là, on n'a pas le choix, Mm. il faut rendre quelque chose et donc après on fait un rétro-planning, on n'a pas le choix. Soit c'est quelque chose vraiment en interne et c'est pas forcément évident de se projeter sur le temps à passer. C'est une petite gymnastique parfois à prendre quand on est sur des projets qui sont pas communs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est ça qui permettra de dire si on est en retard dans les délais,
s'il faut prendre des décisions sur le projet ou pas. Clairement. Donc pour toi, en fait, ce qui distinguerait, tu vois, une entreprise mature en gestion de projet, ou enfin, gestion de projet, programme portefeuille des autres, ce serait une entreprise finalement qui maîtrise cette base. Alors il y a plusieurs choses sur la maturité. Déjà sur les process. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont clairs? Donc je pense que ça, c'est un premier point. J'accompagne des entreprises extrêmement matures et qui ont des process vraiment très, très, enfin, très définis et c'est juste qu'ils sont peut-être pas optimaux et donc on travaille pour Mhm. les améliorer, mais tout est déjà bien clair. Hem Après, sur la partie maturité, je dirais, peut-être la culture aussi de la culture projet et même la culture de communication autour des projets qui, peut vraiment faire la différence. Hem, je mettrais pas forcément les outils dedans parce qu'ils peuvent être très matures et pas être, bien enfin, en fait, si, quand je dis, je mets pas d'outils dedans, ça veut dire Excel, hein. Parce que forcément, s'il y a aucun outil, là, on n'est pas dans c'est pas une équipe, mature. Mais, mais quand même avoir donc pas forcément un outil collaboratif dont je parle là dans cette interview, mais à minima quelque chose qui permet de bien suivre les projets. Donc voilà, les processus, culture projet, une bonne communication qui est bien définie avec des bonnes règles, les outils. Et après, on peut aller encore plus loin que une bonne entreprise mature en termes de gestion de projet, elle sait aussi le pourquoi de tous ces projets. Il y a un alignement stratégique avec des objectifs et voilà, elle sait exactement pourquoi ils avancent dans cette direction-là. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'identifierais une entreprise mature en gestion de projet. Je pense que c'est une bonne vision. L'alignement stratégique, c'est sous-coté, mais c'est Ouais. indispensable. En fait, c'est ce qui permet la priorisation sur des portefeuilles volumineux. Mmh. Oui, oui, et puis après, voilà, ça dépend toujours des entreprises. Si j'accompagne une agence, l'alignement stratégique, en soi, bah, en fait, ils ont des projets clients, il faut qu'ils les livrent à un moment. Mm. Voilà, c'est juste qu'après, s'ils ont trop de travail, enfin trop de projets en cours, on peut se poser la question de, bah, pourquoi est-ce qu'on en prend autant? C'est quoi l'objectif aussi, peut-être en termes de CA ou en termes de compétences ou des choses comme ça. Donc quand c'est une agence, c'est assez facile de se dire que le projet est associé à un client qui va donner du chiffre d'affaires, mais après on peut se poser la question de pourquoi on en fait autant. Mais après quand c'est des projets internes, oui, il faut c'est important d'avoir l'alignement avec les objectifs parce que ça permet aussi de définir toutes les dépendances entre les projets, de comprendre ceux qui sont à prioriser et où mettre les efforts, quoi. Si tu pouvais glisser toi un conseil dans l'oreille de chaque chef de projet, chaque PMO, voire même chaque dirigeant en France, ce serait quoi? Ah, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes personnes. Euh, Ça va être peut-être bateau, mais toujours se poser les questions sur l'adaptation de la façon de faire par rapport aux objectifs et par rapport au projet. Toujours adapter et s'assurer que ouais, les process en cours répondent bien aux besoins, je dirais ça. Mais après, enfin, ça me fait bizarre de dire ça parce que je me dis que les chefs de projet, les PMO, ils sont dans le bain tous les jours, donc ils savent aussi. Je pense qu'il y en a plein qui savent que voilà, c'est pas évident et il faut s'adapter pour bien réussir ces projets. Et après, les dirigeants, qu'est-ce que je leur dirais? Je pense qu'il faut veiller à l'engagement des équipes et donc tout ce qui va avec. Qu'ils aient les bonnes façons de travailler. Parce que tout le monde sera satisfait à la fin. Voilà, je pense. C'est mon côté bisounours. Alors Solène, comment on peut te contacter et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu es présente sur un réseau social en particulier? Ouais, alors j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle je fais des tutos sur les outils sur lesquels je travaille. Et ensuite, j'ai mon site, donc www.cotide-up, donc cotidup.com. Et là, après, il y a le formulaire de contact pour me contacter. Et puis sinon, LinkedIn, hein, Solène Verhaeghe. Alors, regardez peut-être mon nom dans la description parce qu'il s'écrit avec beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas. mais, mais vous pouvez me contacter sur LinkedIn avec grand plaisir. Je mettrai les liens. Oui. Chaîne YouTube et LinkedIn.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire son problème et vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@reussircesprojets.com. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez tous mes outils, formations et accompagnements sur reussircesprojets.com. À très vite.